Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Cet été, je vous propose de redécouvrir 5 conversations marquantes de Temps d'arrêt avec Coach Frank. Pour moi, c'est des épisodes qui ont touché notre communauté, des coachs, des professionnels et qui méritent d'être entendus à nouveau. Mon intention avec Temps d'arrêt reste le même durant l'été, c'est-à-dire déconstruire l'art et la science du coaching pour créer un meilleur monde du sport pour tout le monde, athlètes, coachs, dirigeants et parents. Mais là, pour l'été, j'ai aussi besoin de vous. Premièrement, on veut faire grandir notre communauté parce qu'on veut rejoindre encore plus de monde qui sont impliqués dans le sport pour faire encore une plus grosse différence. Alors, si le podcast t'apporte quelque chose, ben d'un, abonne-toi. De deux, évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Et surtout, partage avec tes collègues, tes athlètes et tes amis. Ça prend 30 secondes et ça fait toute la différence et ça va faire une différence. Deuxièmement, on a besoin de tes témoignages. Quels épisodes t'ont marqué depuis le début de Temps d'arrêt? Écris-nous sur les réseaux sociaux, @CoachFrankPHD dans un mot, ou abonne-toi à notre infolettre sur coachfrankphd.com pour nous le faire savoir. Donc, tu as une anecdote, tu as un témoignage, il y a un épisode qui t'a marqué, on veut le savoir. Là-dessus, je te dis bonne écoute et je te souhaite surtout un excellent podcast. Je dis finalement, bienvenue à notre invitée, Milena Parent. Milena, bienvenue. Merci. Ben, merci à toi d'être là. Donc, j'apprends des choses. Moi qui te connais depuis, comme je te disais tantôt, une décennie et demie. Je suis vraiment choyé, je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Puis je pensais partir le bal. Tu as publié des nombreux articles. Je sais que tu as contribué à des white papers, des papiers blancs si on fait la traduction. Mais là, j'ai aussi appris que tu faisais de l'écriture de romans sous un pseudonyme. Je pense pas que tu vas révéler le pseudonyme aujourd'hui. Je peux le révéler, c'est correct. Tu peux le révéler. Mais avant d'aller là, puis vas-y si tu veux, parle-moi donc un peu de ce qui t'a mené à écrire autant. Parce que tu parles du patinage artistique à un bac en physiologie, on est loin d'une spécialité en écriture, à un PhD en organisation du sport. Et là, on écrit dans plusieurs domaines, on fait de l'écriture de tout genre. Parle-moi donc un peu de ce qui t'a mené à écrire autant. C'est une bonne question. Je pense que ça relie un peu à ce que tu as dit quand j'ai fait mon bac en physiologie, qui semble un peu loin pour certains de qu'est-ce que je fais maintenant. Mais je voulais faire de la médecine sportive quand j'étais jeune, parce que en patinage artistique. Okay. Et évidemment, j'ai eu une expérience assez approfondie avec toutes les sciences de la santé. Et c'est ce que je pensais que je voulais faire. Mais j'ai réalisé un vendredi soir à 7 h le soir, quand je faisais une expérience en médecine cellulaire et moléculaire, ma première maîtrise, que c'est pas ça que je voulais faire tout le reste de ma vie. Puis dans le temps, j'étais chef-entraîneur pour mon club de patin. Okay. Et donc, je siégeais sur le CA du club. Et j'ai eu des expériences, comme tout le monde qui a dû siéger sur des clubs locaux, comme parent, le dysfonctionnement, les guerres de terrain, le favoritisme pour son enfant et tout. Et à ce moment-là, je suis complètement tombée par accident sur un programme qui s'appelait la maîtrise en administration du sport à l'Université d'Ottawa. Ça faisait 5 ans que j'étais à l'université, puis je savais pas que ça existait comme programme. Okay. Et je suis allée voir le directeur et puis j'ai dit, est-ce que je pourrais faire ça? J'ai jamais fait d'histoire, de gestion, de sociaux, de psycho. J'ai rien fait. Oh, j'ai 6 différentes chimies, 5 physiques, puis je sais pas combien de biologie. Est-ce que je pourrais? Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que je faisais. J'étais chef-entraîneur et tout. Il dit, utilise ton expérience, oui, tu vas pouvoir. OK. Et j'ai fait un changement au milieu de ma maîtrise. Je suis arrivée à mon premier cours, théorie des organisations, un mardi soir, à 7 h le soir. Et le prof aurait pu parler dans une autre langue. Il aurait pu parler mandarin. J'avais aucune idée de ce que le prof avait dit pendant 3 heures. Puis là, j'ai fait, oh misère. J'ai dit, je viens-tu de faire la pire erreur de ma vie? Mais je me suis donnée, j'ai dit, OK, je suis quand même un peu têtue. Et donc, j'ai dit, il faut que je me donne quand même. Je viens de dire à tout le monde que j'ai changé. Il faut se faire quelque chose. Je peux pas juste lâcher ça après 3 heures. Et je me suis donné un mois. Je me suis rappelé qu'est-ce que le directeur avait dit. Et puis, j'ai commencé à voir... J'ai dû lire puis m'éduquer. Et ça a été vraiment un pattern dans ma vie, l'auto-éducation. Et puis, j'ai commencé à réaliser, à voir les liens entre qu'est-ce que j'apprenais à l'école puis les appliquer
dans mon travail comme chef-entraîneur et membre avec des responsabilités fiduciaires, que je ne savais pas c'était ça à ce moment-là, d'un conseil d'administration d'une organisation sportive locale. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée. Puis j'ai fait mon internat dans les Jeux de la francophonie qui ont eu lieu ici en 2001. J'ai adoré. J'ai fait, évidemment, comme athlète, comme entraîneur, on a fait des événements, mais c'est complètement différent de le voir en arrière, le back of house, comme qu'on pourrait dire. Par le temps de l'événement, j'étais en charge donc, de 453 officiels techniques de 53 différents pays. Je ne savais pas c'était quoi un officiel technique. On va s'entendre. Je ne savais pas c'était quoi un manuel pour les officiels techniques. Mais à la fin, donc j'ai appris c'était quoi et je l'ai créé pour les Jeux de la francophonie. J'étais chef de la nourriture pour les officiels. J'ai développé leurs habits. J'ai trouvé des valises perdues à l'aéroport. J'ai fait le service de taxi. Je pense que j'ai tout fait. Je dormais peut-être, si j'étais chanceuse, 4 heures la nuit, rendu le temps de l'événement. Je suis déjà pâle pour commencer, disons. Mais j'étais blanche comme un drap. J'avais des bleus tout partout à la fin de l'événement. Puis j'ai dit à mes parents, I want to do this again. J'ai adoré mon expérience. Je veux refaire ça. J'ai eu, comme qu'on dit, le bug des événements. Et c'est là où la geek que je suis et fille d'une bibliothécaire, pendant l'événement, c'est quoi un manuel technique? Ça mange quoi en hiver, ça? C'est quoi? Comment est-ce que tu fais pour organiser la nourriture pour tous ces gens-là quand tu as 3 différents sites, 7 différents sports? Les fédérations internationales ont toutes des différents critères. Tu avais soccer, puis la boxe, puis l'athlétisme, le volley et tout. Donc, je suis allée chercher de l'information. Dans le temps, avec les fameuses fiches à la bibliothèque, il n'y avait même pas l'Internet à ce moment-là pour ça. Je ne pouvais pas trouver l'information. Je n'étais pas capable. Je dis, mais c'est pas la première fois qu'il y a un événement quand même sportif au monde. Là, ça fait depuis 1896 que les Olympiques modernes existent. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est ridicule. Et puis là, ça m'a tricoté dans la tête pendant que je faisais l'événement. Puis j'ai envoyé un de mes premiers courriels. Et j'ai envoyé ça à un professeur, Trevor Slack, qui était l'auteur du livre qu'on avait utilisé pour ce fameux cours que j'ai eu vraiment la frousse au début. Et le message était tout court. C'était je suis intéressée par les événements sportifs, mais ça voudrait dire quoi faire un doctorat? Parce que moi, dans ma tête, un doctorat, ça a un sarreau, ça a un livre de laboratoire, ça a des éprouvettes. Comment tu fais un doctorat en sport management ou en événement sportif? Ça a l'air de quoi? Le lendemain matin, ma seule journée de vacances, quand je pensais pouvoir dormir finalement, le téléphone, il sonne à 7 heures le matin avec une voix homme de l'Angleterre. Et ça m'a pris à ma tête quelques minutes à comprendre que c'était Professor Trevor Slack qui m'appelait de l'Angleterre. Et il me dit une question. Est-ce que tu veux travailler avec moi ou est-ce que tu veux travailler à De Montfort, à l'université où il était? C'est une question truquée? Ouais, c'est quoi la différence? Avec toi? Comme j'avais aucune idée c'était quoi la réponse. J'ai dit, avec vous, monsieur, le professeur. Il dit, dans ce cas-là, je retourne au Canada, à l'Université d'Alberta, avec la Chaire canadienne de recherche en sport management. La raison que tu n'es pas capable de trouver l'information, c'est parce qu'elle n'existe pas. Est-ce que tu veux développer la littérature en événements sportifs avec moi? 1 mois plus tard, je me suis retrouvée en Alberta à commencer un doctorat. Quand même, hein? C'est fou comment le timing, des fois, il fait les choses. Oui. J'en parlais avec un de mes collègues. C'est comme, tu sais, on n'a aucune idée, mais le synchronisme, comme si tu avais envoyé ce courriel-là comme 3 mois plus tard, il aurait peut-être trouvé quelqu'un. Puis là, lui, il revenait au Canada. Il y a une personne canadienne qui était intéressée par ce sujet-là qui n'existe pas en tant que tel. Comme ça devait être quand même particulier. Mais puis là, ça m'intéresse juste un peu la découverte parce que là, je viens juste moi-même de réaliser à quel point tu as contribué à bâtir la littérature sur la gestion des événements sportifs, si j'ai bien compris les choses. Mais qu'est-ce qui t'a accroché? Tu sais, quand tu dis que j'ai eu le bug, comme qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce bug-là, justement? Moi, ça pique ma curiosité de dire, hey, comme on parle de quelque chose qui est très concis, qui est très précis, la médecine moléculaire ou peu importe le domaine spécifique que tu étudiais le vendredi soir à 7 heures, puis là, on tombe dans quelque chose de vraiment vague, de vraiment général, de très abstrait, de construit socialement. Tu sais, là, on pourrait rentrer dans les épistémologies puis tout ça. Mais comme qu'est-ce qui fait que tu as eu le bug, justement, de ça?
C'est une combinaison de choses. Je dirais que une chose, c'était le côté international. Rencontrer des gens de tout partout, de faire des connexions. Donc, l'officiel technique pour un des sports, c'est le doyen de médecine de l'Université de Montréal. OK. L'ironie, parce que j'avais appliqué 2-3 ans avant, puis j'avais pas rentré. Donc, on parle de la chance ou le fait de tout s'aligne en bon moment dans l'univers. Ouais. Donc, si j'avais rentré en médecine, je n'aurais pas fait ce que je fais maintenant. Et je ne serais pas ici non plus. Mais donc, il y avait la connexion avec les gens. C'est vraiment différent tous les jours. Et quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais entraîneur, et ensuite j'ai eu un travail d'un été pour aider un collègue de ma mère qui faisait c'est quoi donc? C'était une bibliographie sur les écritures de Churchill. OK. Le premier ministre. OK, whatever. Qui a écrit quelque chose comme 43 livres, là, si je ne me trompe pas, puis c'est peut-être même plus. Oui, puis il y avait un groupe, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont écrit sur lui aussi. Donc, c'était de rentrer ça dans un système de bibliographie, toutes les références. Puis c'est de 9 à 5, puis il me demandait, OK, il fallait que j'arrive à 9 heures. Ça va être le fun. Puis à midi, OK, là, tu sais, je pouvais prendre mon break de midi à 1 heure, puis j'ai vraiment pas aimé d'avoir quelqu'un par-dessus mon épaule ou d'être vraiment prise par un horaire. Parce que toute ma vie, comme athlète, je patinais le soir, le matin, l'été, comme l'horaire est tout partout. Tu sais, au moment où j'en faisais le plus, j'avais 3 clubs de patin. Je faisais 35 heures de patin en plus de l'école. Puis pour moi, c'est normal. Je trouve que je suis pas capable de m'asseoir sur une plage puis rien faire. Pour moi, c'est une perte de temps. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de perdre mon temps. C'est que ma tête, elle vire. Et donc, avec l'événement, il y a l'adrénaline, il y a rencontré un gros paquet de gens. Tu peux te planifier autant que tu veux. Ça va jamais être pareil d'une journée à l'autre. L'horaire et fin de semaine, soir, etc. Comme, ça l'alignait beaucoup avec qu'est-ce que j'aime faire ou dans quoi je suis confortable, disons. Ouais. Et puis, en fait, tu sais, de voir 2 pays qui sont potentiellement en guerre, que les athlètes peuvent se parler, que les officiels se parlent, pour moi, c'est comme wow. Puis ça relie aussi à ce que je fais avec le programme MEMOS en ce moment. On a littéralement, cette année, 2 étudiants qui rentrent de pays en guerre, un contre l'autre. Particulier quand même. Oui. Hein? Et le mouvement olympique est basé en partie, puis oui, il y a beaucoup de problèmes avec le mouvement olympique, je suis la première à le dire, mais c'est une des belles choses des Jeux olympiques et du mouvement olympique, c'est qu'on peut se parler comme humains, un à un, et respecter l'autre. Et pour moi, le respect, c'est beaucoup. Le protocole, tout ce qui est les relations. Et oui, il y a plusieurs des valeurs et des processus en événementiel qui viennent me chercher, essentiellement. Bien, ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a le côté stimulant qu'on a dans le métier d'entraîneur, parce que, tu sais, toi et moi, on a ça en commun d'avoir commencé, puis fait nos premières armes, si on veut, pour suivre sur le thème un petit peu, tu sais, fait nos premières armes en coaching. Puis ce qui est le fun du coaching, c'est que oui, tu as des pratiques qui sont tout le temps de 4 à 6 ou de 6 à 8, peu importe, mais il n'y a pas une pratique qui est pareille, puis il y a tout le temps des rebondissements, il y a tout le temps des feux qui ressortent, qu'il faut que tu arroses, puis tout ça. Puis ça, c'est le fun. Puis des fois, quand on sort du coaching, c'est de retrouver cette adrénaline-là, cette stimulation-là. Puis c'est ce que j'entends dans le sens que les événements sportifs, tu sais, c'est un gros hype. Puis des fois, récemment, je parlais avec une personne qui organisait un événement, puis je pense que c'était un premier événement qu'elle organisait, puis elle se rendait pas compte à quel point c'était un crescendo. Tu sais, puis ça, je me rappelle d'avoir déjà entendu en parler, comment est-ce qu'il y a un gros crescendo qui nous amène éventuellement, et ça va juste augmenter justement toutes les tâches que tu as à faire, puis là, il faut que tu sois prêt on call, tu sais, si on veut, pendant l'événement pour t'adapter en cours de route. Absolument. Puis c'est vraiment, comme tu parlais du coaching, puis comme coach, tu as aussi beaucoup de rôles, tu as différents rôles. Tu es vraiment un enseignant, essentiellement, tu vas enseigner une technique, tu vas être psychologue, tu vas gérer la mentalité des athlètes. Tu vas être un réparateur de relations sociales entre les athlètes ou athlètes-parents ou peu importe. Tu vas être un gestionnaire financier. Il y a tellement de chapeaux que tu portes comme entraîneur. Et c'est plusieurs des chapeaux que j'ai remarqués en événementiel aussi. Et donc, toutes ces différentes touches-là. Et donc, pour moi... dès le départ et avec l'entraînement, c'est ça qui m'a... j'avais jamais pensé que j'aurais été
pas seulement prof d'université, mais enseignante. Comme être en avant d'une classe puis parler, c'est comme un de mes horreurs complètes. Là. Ça me prend beaucoup. Pour moi, c'est une performance. Il faut que je me prépare pour enseigner. Mais c'est tout le côté éducation. Et donc, pour revenir à ta question avec l'écriture, toutes les écritures que je fais ont une composante d'éducation. Que ce soit l'éducation traditionnelle, si on veut, académique. Comme... Là, la conséquence en écriture académique, c'est qu'il y a très peu de gens habituellement qui vont lire. Si tu en as 12 qui lisent ton article, c'est déjà quelque chose. Tout à fait. Et une chose que je voyais, j'ai remarqué ça dans plusieurs domaines, et surtout aussi en gestion pure, il y a des articles, il y a des profs, ils sont pas capables d'écrire. Tu lis une phrase, tu la relis, puis tu la relis encore, c'est comme, OK, je comprends pas, là, je suis pas niaiseuse, là, je suis capable de lire, puis je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Et c'est quelque chose qui m'avait... C'est des choses qui me tricotent dans la tête. Et à un moment donné, je dis, bon, OK, on va faire quelque chose parce que je veux pas être une de ces personnes-là. Je vais m'éduquer. Ouais. Et donc, j'ai pris des cours de rédaction. Donc, je me suis devenue certifiée en papier blanc et en ce qu'on appelle l'étude de cas, Success Stories, Studies, mais aussi en web et d'autres. Il y a surtout B2B, business to business. Mais une des choses, c'est d'avoir un impact, que ce soit un impact en événementiel sur les athlètes, sur les pays. Donc, d'avoir un environnement, par exemple, au Jeux de Vancouver, avec mes bénévoles, on faisait le hockey féminin, un des sites que j'avais, et on avait créé une atmosphère chez soi. Donc, on disait, que ce soit le roi de la Grèce, que ce soit son Altesse royale de l'Angleterre ou de Monaco, le prince Albert, que ce soit Dick Pound, que ce soit René Fazel, n'importe qui, ils vont venir, ils vont penser comme ils sont chez eux. Et puis, c'est quelque chose qu'on a créé, donc vraiment un respect, puis de respecter l'autre et d'enseigner. Et donc, quand je faisais mon papier blanc, je sais que ça fait comme un gros loop, les papiers blancs, c'est aussi pour avoir un impact, puis éduquer. Et donc, un exemple, que mon mari et moi, on avait fait ensemble, c'était pour ma belle-fille qui avait eu un problème de santé et l'organisation qui était bénévole, qui supportait les enfants avec cette condition-là. Donc, les enfants, comme n'importe qui, en fait, avoir des radiographies, c'est pas bon à avoir souvent. Et surtout pour des enfants, ça peut avoir un effet vraiment néfaste sur le corps si tu dois en faire plusieurs fois. Et quand tu as une condition médicale qui demande des radiographies, là, ça devrait être un sérieux problème parce que tu as des organes qui sont encore en développement et donc, on peut vraiment les affecter. Et à travers le monde, dans les meilleurs hôpitaux pour enfants, il y avait une machine de radiographie ultra low dose. Et il y avait déjà eu des affaires à CHEO pour essayer de l'avoir, mais il y a toujours des excuses. Non, on n'a pas d'argent, on a peu. Mais pourtant, à chaque année, on voit le Téléthon, on voit tout de l'argent il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai réalisé, c'est la persuasion. Et 2, c'est une éducation. Et donc, avec mon mari, on a écrit un papier blanc pour convaincre CHEO d'acheter la machine qu'ils ont faite et que CHEO a maintenant la machine ultra low dose. Bravo. Pour que les enfants qui doivent avoir une radiographie n'ont pas les effets néfastes d'une radiographie normale. Surtout quand il faut que tu le fasses à tous les 3 mois, les 6 mois. Donc... C'est vraiment intéressant. Puis là, il y a plein de perches, plein de directions dans lesquelles je veux aller par rapport à ça. Puis peut-être la plus rapide et tout ça. Mais en fait, je serais curieux de savoir, tu dis d'avoir un impact sur les gens, mais ça se situe où l'écriture des romans là-dedans? Est-ce que tu vas avoir un impact également? Oui, donc tous les romans, l'histoire qu'on crée, c'est moi et mon mari, puis c'est quelque chose qu'on a fait de la danse tango ensemble, on essaie de faire des activités ensemble pour le couple, pour nous. Et puis tous les deux, on n'est pas... Je pense qu'on est assez pareils qu'on ne peut pas s'asseoir sur la plage pendant plus de 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et... Bon, dans son cas, par exemple, pendant son doctorat, il a décidé qu'il n'y avait pas assez à faire, donc il a appris le français. OK. C'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose, c'est super, mais mon Dieu, c'est déjà que le doctorat, c'est pas facile à faire, puis là, tu décides en plus d'aller à Chicoutimi puis d'apprendre le français et tout. Et donc, on a commencé à écrire ensemble des histoires. Puis la première histoire, c'est vraiment juste pour nous. Elle avait commencé avec, lui, m'avait envoyé un courriel avec le premier voyage qu'on avait fait ensemble en France. C'est un voyage de vin que j'étais supposée faire avec ma meilleure amie, mais elle s'est désistée à la dernière minute
pour une raison X. Et donc, je voulais pas faire un voyage de vin tout seul. Et je me suis retrouvée avec mon nouveau chum. J'ai dit, tu veux-tu venir avec moi? Puis le lendemain, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire? Mais bon, donc ça va être le fameux make or break. Ouais. Il y a tout le temps un moment comme ça. Il y a tout le temps un moment comme ça. 3 mois de relation, c'est comme, mon Dieu, pourquoi t'as fait ça, fille? En tout cas. Mais bon. Ça a pas mal viré. Ça a pas mal viré. ça l'aurait pu. On a appris beaucoup de choses. Mais lui, il connaissait pas le vin autre que dire blanc et rouge. T'sais, lui, ça ne disait rien. Et moi, ça faisait. Quand j'étais revenue d'Alberta, mon oncle, le meilleur ami de mon père, avait dit ben, tu ne bois pas de bière. Il va falloir que tu bois du vin parce que tu vas être en réception, puis il faut que tu aies quelque chose dans ta main. J'ai dit OK, moi, je ne bois pas de vin non plus. Il dit inquiète-toi pas. Donc, il a commencé à m'introduire aux vignerons de l'Ontario, à différentes places, et m'éduquer à savoir comment goûter un vin. Et avec ça, j'ai eu une appréciation du vin. Je suis rentrée dedans et c'est pour ça que je voulais faire le voyage. Et puis, on a fait le voyage et il y avait eu une scène à Saint-Émilion. Je vais elle est... il y avait... C'était une terrasse dehors. Donc, il y a 2 terrasses à Saint-Émilion. On était sur une des terrasses. Et puis, on avait... Donc, il y avait moi et mon chum à ce moment-là. Et il y avait un chat. Ben, en tout cas, il me regardait, puis il me faisait des beaux petits yeux. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, après ça, il se penche, puis il y avait un chat en dessous. Puis je dis, ah, il y a un chat. Ah, ben c'est bien cute. Donc là, je l'amène, je le pète. Puis là, en tout cas, le chat avait une physionomie particulière. On va le laisser comme ça. Ouais. Et on est parti à rire. Et le couple à côté de nous, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est un couple de Californie. Puis là, on riait tellement fort, les larmes aux yeux, qu'on pouvait juste pointer. Puis eux autres ont vu le chat avec sa particularité. Et c'est pas mauvais, là, tu sais. Ouais. Ils sont partis à rire. On riait. On a eu vraiment là, une soirée incroyable. Et 1 heure plus tard, tonnerre il sonne, l'orage commence et on entend un cri de mort. Et c'était à une autre table, c'était des Japonais, ironique, avec le stéréotype complet des caméras et tout. Okay. Et il y a une femme qui est tombée sans connaissance parce qu'il y avait un chat, le chat, qui était monté sur la table, s'exposer, disons. OK. Comme les chats peuvent faire. Comme les chats peuvent faire. Et elle a perdu connaissance et ça l'a fait la soirée. On a ri toute la nuit. On a couru parce qu'il a commencé à pleuvoir. Ouais. Puis, dans le temps, mon chum m'avait envoyé un courriel quand on est revenu écrivant la scène. La scène est devenue un roman. OK. Qui a été, en fait, métaphorisé en vrai roman. Ouais. Pas juste disons, un journal de voyage, là, mais vraiment Comme une histoire complète, là. Une histoire complète, mais la scène est encore dans le roman. On l'a gardée dans le roman. Et puis, oui, donc on l'a publié sous notre nom de plume, Emily Ryan, parce qu'on voulait un nom qui était francophone et anglophone. Ryan, c'est populaire au Québec. Ouais. Emily, c'est... Emily Ryan. Ouais. Okay. Et notre chat s'appelle Emily. OK, intéressant. Bien, on va regarder ça. Puis justement, là, ça m'amène, tu sais, moi, une des choses que je trouve qui est un défi, puis que je pense que il y a des dirigeants des organisations sportives qui ont besoin de savoir ou mieux comprendre. Puis ça m'intéresse parce que ça fait quand même plusieurs années que tu t'intéresses à ça, tu sais, le copywriting, l'écriture, la rédaction et tout ça. Puis là, comme, bon, réussir à écrire un roman, c'est un accomplissement. Réussir à écrire pour publier des articles scientifiques, il faut le faire. Après ça, écrire des papiers blancs, des white papers qui amènent à un hôpital à se doter d'équipements qu'il faisait pas, dont il ne se dotait pas dans le passé. Bon, c'est des accomplissements. Donc, il y a de la réussite dans les 3 domaines. Et moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait un bon écrivain selon ce que tu as appris, selon tes cours, selon ton expérience. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de professionnels qui ont à convaincre les gens, à persuader, à éduquer. Puis des fois, on confond, tu sais, on essaie de persuader, mais en réalité, on devrait juste éduquer. Puis moi, tant qu'à t'avoir là, tu sais, je me dirais, c'est quoi les secrets peut-être d'une bonne écriture qui aide justement à éduquer les gens sans trop tomber dans la persuasion, puis qui peut aider à changer les choses, tu sais? Oui, donc si je prends l'exemple du roman, on éduque surtout sur le vin. Donc, c'est une histoire qui est toujours bâtie autour du vin. Okay. Donc, on a la première histoire qui était en France. On en a une qu'on est en train de terminer en ce moment en Italie. Puis c'est une femme vigneronne et tout. Mais il y a toujours des composants d'éducation de vin. Mais essentiellement, c'est comment faire avaler la pilule. T'sais, on ne veut pas forcer. Puis aussi, c'est le langage. Donc, ta question de comment
être persuasif, comment bien écrire. Et il faut dire qu'il y a des distinctions en français puis en anglais. Donc, on sait qu'en français, la longueur du texte est environ 30 de plus qu'en français. Je me rappelle au secondaire, si tu es capable d'écrire une phrase qui fait tout un paragraphe avec des points-virgules puis des mots de liaison, parfait. Ouais. C'est à l'inverse complet en anglais. Par contre, ce qu'on remarque en français, et ça vient toucher ton auditoire, avec tout ce qui est rendu en ligne, avec l'attention qui est rendue moins qu'un poisson orange. Moins, tu sais, on est vraiment à 0,1 seconde, là, c'est fou, hein? C'est fou. Il faut vraiment capter l'attention vite, puis c'est, comme on dit, des bites, des petites bouchées d'informations. Donc, le plus court que tu peux le faire, le mieux. Il y a des techniques. Donc, une technique au niveau de l'écriture. Par exemple, si on écrit sur un texte dans Word, pas plus que 6 lignes dans un paragraphe. Pas une page, 6 lignes. 6 lignes. Sur un site web, c'est 3 lignes maximum. Une phrase. Et je me rappelle, des professeurs au secondaire, une phrase ne fait pas un paragraphe. Ben oui. Mais aujourd'hui, oui. Mais une phrase qui peut durer 3 lignes. Oui. Parce que là, j'ai la misère à réconcilier le fait qu'il faut que ce soit le plus court possible, mais là, une phrase de 3 lignes. Alors que moi, j'aime bien les phrases comme sujet, verbe, complément, puis comme même là, complément, il est très court, tu sais, c'est plus mon style. Mais dans le fond, est-ce qu'on veut... C'est moins de phrases, puis on les sépare plus? Comme... Oui, moins de phrases, on sépare plus. Et c'est là aussi la distinction entre français et anglais. Donc, en français, les phrases sont plus longues, les mots sont plus raffinés. Il y a plus... c'est plus... faut aller chercher les mots plus pointu. Oui. Donc, la phrase, elle va être jusqu'à 3 lignes, alors qu'en anglais, sujet, verbe, complément, that's it, là. Puis sujet, verbe, probablement, c'est encore mieux. Pas de mots de liaison. C'est vraiment pas de point-virgule. Pas de mots de liaison, hein? Oui, on évite les mots, parce que c'est un mot d'extra. Quand on parle de, par exemple, dans le temps avec Twitter, maintenant X, 140 caractères, un mot de liaison, ça prend beaucoup de caractères. Tout à fait. Autrement, là. Autrement, cependant, malheureusement, tu sais, mais... Moi, j'en mets partout. Là, tu te rends compte que moi, j'en mets partout. Là. Ouais. mais tu es en anglais that. Des mots de liaison qui sont pas... Il y a toute une liste qu'on apprend, qui sont pas nécessaires. On peut les dire quand on parle, mais en écriture, pour aller chercher des gens, le plus court, le mieux. Et il y a la structure aussi. Donc, par exemple, en rédaction, il y a une formule que tu peux utiliser pour ton sujet de courriel pour augmenter les chances que la personne va cliquer dessus et ensuite le titre de ton courriel. Donc, il y a tous des paramètres uniques, urgence, il y en a 2 autres aussi, que tu peux apprendre pour augmenter les chances que la personne va ouvrir ton courriel. Et ensuite, si tu parles de persuasion, une chose que moi, j'ai transférée, en fait, j'ai appris ça, c'est pas moi qui a créé l'affaire. Ça vient d'un bonhomme qui est un des meilleurs écrivains pour les films au monde. Il a fait Godfather, il a fait Star Wars et tout. Donc, il fait des cours et tout. Et ça a été emprunté par un autre podcast, Business of Storytelling. Et ça s'appelle le ABT, And, But, Therefore. Et, mais, et donc. Et donc, ce que tu fais, c'est que tout film, si on regarde la description d'un film ou d'une émission de télévision, c'est quoi? 3 lignes, mais c'est très, très court. Puis c'est exactement ça. Quelque chose et quelque chose, mais oups, et donc, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est comme ça que tu peux créer tout article académique, livre, film, peuvent tout être développés en ABT. Et c'est ce que je fais faire à mes étudiants aussi maintenant, c'est que pour toute la proposition de thèse qu'ils vont faire à chaque article, je commence avec « Donne-moi ton ABT ». Intéressant. Puis ça peut être utile, parce que je pense que des fois, on ne réalise pas à quel point que dans tous les rôles professionnels, on a un peu de persuasion à faire. C'est sûr que l'étendue, puis la prévalence de l'écriture comme moyen de persuasion ou / d'éducation. Puis ici, je pense pas qu'on parle de persuasion dans le sens que je veux te vendre un char, c'est pas besoin d'un char. Là. C'est pas de ça qu'on parle, c'est de convaincre les gens de l'importance de la direction dans laquelle on va aller, comme par exemple la machine de radiographie à faible densité. Bref, quelque chose. Ultra low dose. Ultra low dose. Fait on y va comme ça, mais je pense que c'est vraiment important. Puis justement, moi, une des stratégies que j'utilise, c'est le Pixar Pitch. Tu sais, c'est Once Upon a Time, donc il était une fois, à tous les jours, un jour, en raison de ça, puis jusqu'à ce que finalement... Est-ce qu'il y a un lien un peu avec le ABT puis le Pixar Pitch? Donc, ce que tu viens de dire, le « and », c'est le contexte. Donc, il y avait il était une fois... Frank qui marchait dans la rue. Oui, ou tu peux dire un ogre dans un marécage, si on pense à Shrek, par exemple. Moi, c'est l'exemple que j'utilise souvent. Et
il y a une belle fille qui se promène et qui le rencontre. Ouais. Mais elle a peur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court, elle reste, elle rencontre. Et c'est là ce qu'on appelle l'incident. The critical incident. L'élément déclencheur. Oui, l'élément déclencheur. Et c'est ça qui part toute histoire. Mais il faut que tu mets le contexte en place pour que la personne puisse comprendre où on est et la problématique dès le départ. Et donc, en film, par exemple, je me rappelle au cégep, j'avais pris un cours d'études de l'œuvre d'art, mais le prof avait fait beaucoup plus de cinéma que d'œuvre d'art. C'était son choix, j'imagine. Et on avait pris le timing pour tout film. Si on compte à entre 20 et 30 minutes, c'est l'élément déclencheur qui part. Sur une histoire de 2 heures, c'est exactement à 20-30 minutes. C'est à 50 pages dans un roman, habituellement. Donc, la 50e page, tu devrais voir, en principe, qu'il y a quelque chose qui se passe qui va changer la vie du personnage, qui va rentrer dans un nouveau monde. Que ce soit littéralement Hercule qui s'en va faire quelque chose, ou ça peut être une différente situation. Ton partenaire, il meurt. Donc, c'est un nouveau monde pour toi. Tu te retrouves tout seul. Et donc, tu apprends des choses dans le deuxième tiers du livre, deuxième tiers du film. Et ensuite, le méchant va voir comme s'il y a quelque chose qui arrive et le point le plus haut dans la tension de l'histoire, il va avoir une mort. La mort peut être littérale, ton ami meurt, ton chien meurt, peu importe, ou tu es gravement malade, comme Les Misérables, par exemple. Jalbert qui saute du pont. Ouais. Ça, c'est exactement le point. Et tu as ensuite la résolution après quand le héros est capable de surmonter ses défis en utilisant les nouveaux outils qu'il a appris pendant la deuxième tiers. Ça fait. Puis, tu sais, quand tu parlais de la mort, moi, je pense aussi à la mort d'une relation. Tu sais, des fois, il peut y avoir un événement que c'est comme, le lien entre ces deux personnages-là est juste terminé, puis ça, c'est une forme de mort, mais qui est au moins plus au sens figuré en tant que tel. Puis, peut-être dernière chose sur l'écriture, parce que c'est super intéressant, puis moi, personnellement, je pourrais en parler pendant des heures, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne porte pas assez attention, parce qu'il y a comme un paradoxe. Où est-ce qu'on pense que l'écriture est moins importante, puis il y a certains parents qui le disent des fois aux enseignants au secondaire, qui vont dire, hey, pourquoi on passe autant de temps à écrire, ils n'ont plus besoin d'écrire. Alors qu'au contraire, ils écrivent beaucoup plus qu'avant, que ce soit par chat, par texto, sur les publications sur les médias sociaux, ces choses-là. L'écriture est beaucoup plus prévalente ou accessible pour tout le monde. Il y a une des choses qui avait été discutée, puis je pense que c'est Adam Grant qui en parle, puis j'imagine qu'il ne prend pas ça de lui en tant que tel, parce que des fois, il aime ça citer d'autres personnes, puis c'est un compliment là, dans la façon dont il le fait. Mais on parle souvent que des fois, pour que l'écriture soit accessible et intéressante, le niveau d'écriture ne doit pas être trop élevé. Exactement. Puis pas nécessairement péjorativement dire que les gens ne sont pas capables de comprendre, mais pour que ça reste accessible puis facile à digérer, c'est qu'en anglais, on dit que l'écriture devrait être au niveau de la 8e année. Est-ce que c'est un peu les mêmes choses que tu as trouvées? Oui. Puis qu'est-ce qui fait que l'écriture devient à un niveau équivalent à la 8e année, ce qui serait peut-être secondaire 2, secondaire 1, là, si on transfère ça dans la réalité québécoise? C'est au niveau de la compréhension. Parce que ça revient un peu à mon commentaire avec les professeurs. Des fois, tu lis un texte et tu n'as aucune idée de quoi il parle. Ouais. Ça peut être super important, mais si, comme auteur, écrivain, académique, peu importe, tu n'es pas capable de transmettre le message, ça donne quoi? Et c'est vraiment la transmission du message qui est important et adapté à l'audience. Et donc, ce qu'on remarque, les meilleurs livres, et c'est pas juste... Parce que ça a une image péjorative, disons, une connotation péjorative si on dit 8e année ou secondaire 2, mettons. En fait, ce n'est pas. Si on regarde les meilleurs livres du monde, it was the best of times, it was the worst of times. Tous les meilleurs écrivains, quand on les passe à travers l'analyse readability statistic dans Word qui nous donne justement le pourcentage, ce sont des niveaux 8 ou moins, encore moins. C'est fou, hein? Et une partie, c'est surtout à cause des dialogues. Parce que les dialogues, c'est une phrase. Puis ensuite, on change de paragraphe. Plus il y a d'espace sur un texte, plus c'est facile à lire. C'est là qu'on voit les listes. Le top 5, le top 3, le top 10, peu importe. Les points, les alinéas. Donc, il y a des manières, les entêtes, les sous-titres. Tout ça forme, c'est pas juste écrire, c'est comment on met le mot sur papier ou sur notre écran.
le look. Ouais. C'est vraiment... Puis c'est ça qui aide à communiquer ton message pour que la personne que tu puisses l'éduquer, qu'elle puisse acheter ton produit ou peu importe, ou devenir membre de ton club. Ouais. Si tu as un gros texte d'une page, puis c'est tout du noir, qui est-ce qui va vouloir lire ça? Puis la compréhension qui va être faite, puis de trouver l'information. Puis, tu sais, il y a le concept d'encombrement, puis on pourrait faire on pourrait saluer Benoît, tu sais, qui parle d'encombrement de la marque. Mais tu sais, l'encombrement, c'est que si tu as plein d'informations, tu as beaucoup de chiffres, etc., ça devient difficile de retrouver l'information dont tu as besoin, tu sais. Puis là, dans un des sujets dont on voulait discuter, puis je veux absolument qu'on plonge dedans à deux mains, bon, il y a la gouvernance des organisations sportives, mais il y a aussi le MEMOS. Comme tu as touché un petit peu tout à l'heure, comme le MEMOS, qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce que moi, j'en ai entendu parler un petit peu par Benoît Séguin, qui était mon superviseur à la maîtrise, qu'on invitera probablement un jour là, sur le podcast de Temps d'arrêt. Mais parle-moi un peu de ce qui rend le programme MEMOS unique, puis en fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, pour ceux qui n'ont aucune idée. Là. Donc, le MEMOS, c'est le master exécutif en management des organisations sportives. Et oui, c'est des mots... Ça a l'air anglophone, mais c'est français d'Europe. OK. Et donc, c'est Executive Masters in Sport Organization Management. Mais MEMOS a été commencé par un groupe de professeurs français en Europe pour aider à éduquer les exécutifs du monde olympique. Et on est chanceux au Canada qu'on a des universités, qu'on a des collèges, des cégeps. Et donc, les gens, c'est sous-entendu ou... Tu as une attente que tu vas aller au moins au cégep, sinon à l'université ou à un collège ou peu importe. Il y a des pays où c'est très difficile d'aller à l'université. Ils n'ont pas des chances d'avoir une éducation poussée. Même, par exemple, j'ai encore des étudiants qui sont, bon, j'appelle des étudiants, mais c'est des exécutifs. Ils ont accès à l'Internet 1 heure par semaine au bureau. Juste pensez l'auditoire. Si vous essayez de faire votre travail avec 1 heure seulement à l'Internet par semaine, c'est pas évident. Donc, comment est-ce qu'on les éduque? Comme les universités sont difficiles, les ressources sont non existantes pour plusieurs places, quand on parle de tous les pays du monde. Et donc, puisque c'est des gens qui vont avoir un impact dans les plus hautes instances du monde international, il y a eu un désir de commencer à les éduquer ou leur donner une chance de raffiner, parfaire leurs habiletés, leurs connaissances avec ce qui se passe en ce moment. Parce que peut-être qu'il y a une université, mais les livres ont peut-être 20, 30, 40 ans. Ils n'ont peut-être pas, justement, accès à toutes les bases de données qu'on a en ligne aujourd'hui, qui coûtent honnêtement très cher, même à nos universités. C'est difficile d'avoir accès aux bases de données si tu ne passes pas par une université qui a des moyens, qui prend la peine de s'assurer que tu as accès à book. Même les grosses universités coupent sur le nombre de bases de données qu'ils ont parce qu'en ce moment, ça coûte trop cher. Oui. Et donc, le programme a commencé et moi, je suis arrivée en 2012 avec Benoît. Donc, il y a eu des efforts pour que le programme... C'était vraiment un concept de Erasmus. Donc, c'était un support du gouvernement européen avec le mouvement olympique. Et c'était... Quand on parle on a parlé de relations, le MEMOS a été commencé par et continue à être un programme de relations. Donc, c'était une relation que les anciens... Jean Camille et certains autres professeurs avaient avec le président du moment, Sam Aranch, du CIO, pour avoir un support pour dire on aimerait éduquer certains de vos membres. Et donc, oui, absolument. Donc, depuis ce temps-là, c'est toujours une relation qu'on a avec le CIO. La commission éducative, donc on revient à l'éducation, du CIO, qui est Solidarité olympique, est celle qui donne des bourses à la plupart des participants. Donc, pour la plupart des participants, c'est subventionné par le CIO, leur participation au programme. C'est un programme maintenant qui a 1 an, ou 13 mois en fait. Donc, ils font un cours de gouvernance et stratégie. Ils ont ressources humaines et leadership, ils ont finance, ils ont marketing, ils ont événements et ils font, on parle encore donc ça vient me chercher aussi, c'est l'impact. Ils doivent faire un projet de recherche appliqué à leur organisation qui va résoudre un problème de leur organisation. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, ça peut être un plan stratégique, la création de politiques de ressources humaines sur la diversité, un plan de communication des médias sociaux. Donc, c'est vraiment, le participant va résoudre un problème de son organisation à travers l'année, supporté par un professeur. Donc, on est 16 professeurs internationaux. Okay. C'est exceptionnel que Benoît et moi, tous les deux, on venait de l'Université d'Ottawa. La plupart, c'est toutes des différentes universités, différents pays. Et puis, oui, c'est un
participants par pays seulement qui peut être nominé et choisi. Donc, on a 38 à 40 étudiants, c'est 38 à 40 pays. Égalité des genres. OK. On est quand même dans le mouvement olympique, donc la terminologie n'est pas qu'est-ce qu'on aimerait au Canada. On parle d'équité de plusieurs genres, mais bon. On a 50-50 hommes-femmes. OK. On a aussi parité au niveau de distribution géographique. Donc, le moment, quand ça l'a créé, c'était tout en Europe. Mais c'est pas juste l'Europe qui fait le sport maintenant. Même qu'on voit un shift, un mouvement de politique et de pouvoir qui se tourne vers l'Asie et le Moyen-Orient. Parce que si on regarde l'Arabie saoudite, le Koweït, les États émirats, ils tiennent la plupart des gros événements maintenant. C'est plus... Ben oui. Comme le Abu Dhabi World Championship pour le judo, par exemple, les championnats du monde sont là parce que le sport est un véhicule où est-ce qu'ils se rendent compte que ça a une influence sur la direction et les associations en lien avec ta marque de pays, là, si je peux utiliser un petit peu ça. La diplomatie sportive. C'est complètement la diplomatie sportive et ça revient au ce qu'on appelle le ping-pong diplomacy des années 70 avec les États-Unis qui étaient allés jouer. C'est à travers le ping-pong que les États-Unis ont parlé à la Chine pour la première fois depuis la Révolution. Ah ouais, hein? Et même chose avec, c'était qui? Donc, Dennis Rodman, basketball, qui est allé en Corée du Nord pour ouvrir les discussions, qui a permis éventuellement les deux Corées de se réunir pour les Jeux olympiques de 2018. Fait que le sport devient comme un intermédiaire pour créer un premier contact. Fait que ça revient un peu... Là, je sais que c'est pas nécessairement dans le même sens, mais tantôt, quand tu disais c'est un programme de relations, c'est que le sport devient un agent de relation entre deux entités qui se parlent pas autrement. Et là, après ça, ça peut déboucher sur d'autres choses. Ça, c'est quand même intéressant parce que ça fait un lien avec le commentaire que tu as fait tout à l'heure, dire que, hey, il y a des positifs et des négatifs avec le mouvement olympique ou les Jeux olympiques, puis etc. Mais le sport / les Olympiques a quand même ça de bon. Où est-ce que ça l'amène des gens à se parler qui se parleraient peut-être pas autrement? Puis ça fait... Pour moi, ça reflète une réalité qu'on peut vivre dans la société, de dire que si j'ai à parler à Milena, si j'ai à parler à Thomas, si j'ai à parler à Isabelle, bien, le fait que je leur parle, ça fait vraiment que je vais être un peu plus clément envers eux, un peu plus les respecter, comprendre leur perspective. Puis le sport fait ça, d'amener les gens à la même place, puis dire, hey, tu te parles là, finalement, il n'est pas si fou que ça, hein, Thomas, puis Isabelle, elle fait du sens quand même, Mais alors que quand on est loin, puis on est distancé, bien, on va avoir plus de jugement, on va moins se respecter, on va moins chercher à collaborer un petit peu. Ça personnifie les problèmes, les tensions, et ça humanise. Et donc, ça nous permet d'arriver à un niveau où on peut avoir une conversation. C'est ça qui est... Pour moi, c'est ça qui est beau. Il y en a qui appellent ça la diplomatie sportive. Tu appelles ça les relations, peu importe. C'est quelque chose que le sport international facilite. Et donc, ce qu'on a... Donc, on a plus que 1100... anciens qu'on appelle les Mémosiens. Donc, c'est un réseau. Et à chaque événement, donc là, Paris va arriver très bientôt. Et les Mémosiens, on a des chefs de mission, on a des présidents de comités olympiques nationaux qui sont on a des membres du CIO. Et donc, à chaque événement, que ce soit les Jeux de l'Asie, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit les Jeux panaméricains, s'il y a des gens, des Mémosiens qui sont là, ils vont se rencontrer pour se voir de toutes les... Puis moi, je suis directrice en anglais, qui est le programme initial et le programme principal, le plus gros. Mais on a aussi un programme en français et un programme en espagnol. Et donc, l'espagnol et le français s'alternent d'une année à l'autre. Cette année, c'est l'espagnol qui va commencer. Le français termine, l'espagnol va commencer. L'anglais continue. Et tout le monde, que tu sois même en français, même en espagnol ou même en anglais, on se réunit puis on est une communauté. Et donc, les anciens se réunissent, ils ont un groupe WhatsApp, on a un newsletter, on a le site web, il y a des messages qui se passent pour dire « Ah! » Puis des fois, ça va être tout simplement « Je me suis fait demander de faire X. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà fait? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? » Et absolument, oui, j'ai ça, tu veux-tu avoir un exemple, etc. Donc, on parle d'éducation, on parle de relations, on parle d'aider les différents pays, puis ultimement, c'est qu'on aide, par exemple, avec l'auditoire, qui sont directeurs de fédérations nationales, on est tous là pour aider nos athlètes, ceux qui participent à la base dans les clubs. Et donc, si moi, le Canada, j'ai un plan stratégique qui pourrait aider la fédération de patin dans un pays en développement, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas le partager pour les aider, pour que leurs patineurs puissent se développer
parce que c'est pour le sport, c'est pour le mieux-être de la personne aussi. Bien, tout à fait. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien avec l'apprentissage social. Tu sais, Diane Culver, elle est venue sur le podcast justement parler de l'apprentissage social. Puis il y a une belle valeur à ça. Puis où est-ce que, tu sais, d'avoir une communauté de personnes avec lesquelles tu peux échanger justement des pratiques, des principes, des stratégies, des outils, bien, ça accélère le développement de tout le monde. Puis ultimement, tu sais, dans un cas, par exemple, qu'au hockey féminin, c'est super important si on veut que le sport continue à se développer puis à se promouvoir, parce que plus il y a de pays dans le monde qui vont vivre un essor, plus ça va être bénéfique puis pour la longévité du sport en tant que tel. Tu sais. Super intéressant. Puis là, donc moi, je me demande, c'est quoi les prochains défis de MEMOS? Comme, tu sais, la direction, là, tu viens de prendre la présidence de MEMOS. Comme, c'est quoi les prochains défis? Ça s'en va vers où? Un des gros défis sur lequel je travaille en ce moment, c'est de moderniser le programme. Donc, tout était sur papier avant, vieux jeu si on veut. Donc, c'est vraiment d'utiliser les outils qu'on a, d'utiliser les plateformes. Donc, puisque l'Université d'Ottawa est, à travers moi, l'université qui discerne le diplôme, on a accès à la plateforme Brightspace. Donc, on peut utiliser les ressources de l'université, que ce soit la bibliothèque, que ce soit la ressource d'enseignement Brightspace. Et donc, c'est vraiment de moderniser le programme d'un côté et aussi d'assurer sa durabilité. Parce on est vraiment un programme... Il y a d'autres programmes qui existent, ça, je vais le dire tout de suite, comme avec la FIFA, l'UEFA, mais les autres, ils mettent beaucoup d'argent. C'est vraiment un programme professionnel, ils mettent beaucoup d'argent. Donc, pour nous, on regarde dans les 6 000 quelques euros d'un frais de scolarité, qui est plus ou moins équivalent à ce que quelqu'un à l'Université d'Ottawa paierait pour un programme. 8 000 quelque chose canadien. On parle de 20-30 000 euros pour les autres programmes. C'est ça. Donc, le niveau de ressources qu'eux autres ont accès est nettement différent de ce que moi j'ai accès comme directrice avec nos professeurs. Donc, on opère à un différent niveau. Et donc, pour moi, un gros travail va être la pérennité du programme, tout en assurant la qualité et de continuer les principes directeurs de respect, de réseau, d'amitié qu'on a. Puis c'est en lien avec le mouvement olympique, justement, parce que quand tu mets des frais d'inscription de l'ordre de 30 000 canadiens, puis tu arrives dans certains pays dans le monde, ça devient très difficile d'accéder à ce genre-là. Je pense juste à nos collègues brésiliens, à nos collègues dans d'autres pays en Afrique, justement, où est-ce que comme ça peut être très difficile d'accéder à ça. Alors, tu sais, de dire à un moment donné, c'est normal qu'il y ait un certain montant qui soit payé parce qu'il y a de l'expertise à laquelle tu as accès, des ressources à laquelle tu as accès. Mais quand on tombe dans l'ordre de 30 000, 40 000, puis ça, c'est un des enjeux, des fois, avec les sports. Je ne vais pas dire les sports de haut niveau, c'est pas le bon terme. Les sports un peu plus avec un profil économique similaire au soccer, si on veut, là, où est-ce que, tu sais, je sais pas si c'est optimal pour le développement et la créativité des solutions qui sont proposées par les professionnels dans le milieu quand la barrière à l'entrée est de cet ordre-là. Tu sais, comme même nous qui sommes dans une bonne situation, je pense, dans nos vies respectives, tu aurais à t'inscrire à un programme qui coûte 30 000 tu vas faire hey, c'est un pensez-y bien quand même. Tu sais. Fait que là, c'est quel genre de personnes qui arrivent, puis là, qu'est-ce que ça l'amène comme conséquence dans la pérennité du sport. Tu sais. Et donc, nous, le principe est plutôt qu'on veut diminuer les barrières à l'accès. Donc, Solidarité paye beaucoup des frais d'inscription. Et pour venir un peu au concept de un par pays, donc, il y a un X nombre qui va être supporté par, c'est environ 36 à 38 qui sont supportés par Solidarité, mais on peut augmenter avec des indépendants qu'on appelle. Donc, ça, c'est des gens qui ne sont pas mis de l'avant par le Comité olympique national. Donc, tout le monde doit passer en principe par le Comité olympique national. Donc, que tu sois Fédération québécoise d'Alberta ou peu importe, en principe, si tu veux avoir la bourse, il faut que tu passes par le Comité olympique canadien. Mais tu as quand même des options français, anglais, espagnol, dépendamment de ta capacité en espagnol. Mais il y a des fédérations qui peuvent aussi. Donc, la Fédération de sport universitaire, par exemple, a eu des membres. Weightlifting, World Weightlifting, Ice Stock Sports. On a un certain nombre qu'on peut se permettre d'indépendants. Donc, si, par exemple, le Canada va avoir un membre, mais tu veux vraiment faire partie, ton organisation te supporte, tu peux te présenter comme indépendant, mais là, les frais de scolarité vont être à tes frais, plus le voyage et tout. MEMOS, avec les frais qu'on reçoit, on paye les salles de réunion, les pauses café, un souper, mais il y a quand même des frais auxiliaires là, de transport et d'hébergement que tu dois prendre en charge. Et la valeur du réseau que tu te crées, Exactement. par exemple, ça, des fois, tu sais, je sais que notre collègue André Lachance en parlait beaucoup, tu sais, la valeur des contacts puis du réseau que tu te bâtis, mais ça vaut de l'or. Puis juste pour contextualiser les gens, comme les cours sont en Grèce, si je ne m'abuse. Le premier est donc on traverse le monde
OK. Et donc, le premier, il y a 4 sessions en anglais. Le premier et le dernier alternent entre la Grèce, qui est les anciens Olympiques, donc à Olympie, littéralement, sur le site des anciens Olympiques, qui est vraiment spécial. C'est toute une expérience. N'importe qui dans le sport olympique doit avoir cette expérience-là au moins une fois dans leur vie. Et l'autre, c'est à Lausanne, donc le mouvement olympique moderne. Et ensuite, on va à quelque part dans le monde et ensuite en Europe, juste parce que l'Europe est plus centrale pour la plupart des pays. C'est plus facile d'accès. Et donc, par exemple, cette année, on va au Maroc. Donc, on commence en Grèce, à Olympie. On va au Maroc ensuite. Ensuite, c'est la Chypre pour l'Europe. Et on finit à Lausanne. Et donc, on se promène pour que... C'est aussi, on parle de relations, c'est pour intégrer les comités olympiques nationaux pour démontrer et qu'eux autres puissent en bénéficier aussi, démontrer leur appartenance au mouvement et leur remerciement et aider même leurs membres. Et donc, c'est aussi d'éduquer localement. Donc, par exemple, on a été au Brésil, on a été en Argentine, on va aller au Sri Lanka, je crois. T'sais, on va vraiment, vraiment tout partout pour que MEMA soit connu, que le mouvement olympique aussi, de l'éducation et les pratiques de meilleure gouvernance, de diversité. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne dans les classes, qu'on puisse promouvoir ces valeurs-là et cette éducation-là. Super intéressant. Fait que c'est des gens, justement, qui sont intéressés par l'opportunité. On va mettre les liens dans la description de l'épisode. On va probablement mettre les informations aussi. Les gens, ils vont pouvoir y avoir accès. Avant qu'on tombe dans les questions éclairs, comme je veux revenir un peu à ton sujet clé du départ, justement, comme puis c'est super intéressant, on a touché comme à l'écriture, on touche à MEMOS, mais je m'en voudrais de ne pas toucher à la gouvernance d'organisations sportives sans but lucratif, qui est quand même ton expertise, quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Puis je te ramènerais justement, tu sais, quand tu as commencé ton doctorat à aujourd'hui. Des fois, moi, j'aime ça. Je sais que quand on parle de l'histoire de champ de recherche, c'est pas tout le temps ce qui est le plus sexy puis que les gens veulent entendre parler, mais je pense que ça nous donne une idée de où est-ce qu'on était puis où est-ce qu'on s'en va. Parce que pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir un peu par où est-ce qu'on a commencé. Fait que, tu sais, brièvement, si on repart un peu de ton arrivée dans l'étude des théories des organisations, dont tu me parlais tout à l'heure, à l'Université d'Alberta, jusqu'à aujourd'hui, comme qu'est-ce qui a le plus évolué à ton sens? Ou parle-moi des éléments clés ou des moments clés ou des points tournants, justement, d'évolution de la littérature. Parce que, puis là, si je peux terminer mon monologue avec ça, tu sais, moi, un élément que je trouvais super intéressant quand je t'ai entendu parler de gestion du sport pour la première fois, c'est le concept de knowledge management. Tu sais, quand tu parlais que tout était sur papier par rapport à MEMOS, quand tu parlais de, hey, il y a des fiches techniques ou des manuels techniques tout à l'heure avec l'Organisation des Jeux de la francophonie, bien, c'est important, tu sais, de ce que j'ai retenu en bout de ligne, c'est c'est important de documenter ça pour que quand il y a quelqu'un qui va repartir les Jeux de la francophonie, qui vont réarriver, qu'on le veuille ou non, bien, ce serait le fun qu'ils partent pas avec rien, tu sais. Puis moi, j'en ai parlé beaucoup aux entraîneurs quand même, puis même aux dirigeants de fédération, de dire, hey, comme, c'est quoi le legacy que tu laisses en arrière de toi? Comme il y a le legacy qu'on va laisser dans notre carrière ou comme humain avec notre famille, mais il y a aussi, OK, quand tu pars, est-ce qu'il y a un reste en arrière de toi qui fait que la personne elle peut reprendre la balle au bon? Parce que si tu quittes, puis là, on fait un lien avec le leadership en tant que tel, si tu quittes puis que ça s'écroule, t'as pas fait ta job de leader. Puis ça, pour moi, c'est ça l'affaire. Donc, fait que, bref, il y a plusieurs éléments, knowledge management, théorie des organisations, gestion des événements sportifs, évolution de l'histoire. Mais c'est quoi un peu les points tournants un peu de l'évolution de la théorie des organisations à travers les dernières années? Je vais faire juste commencer avec un point. Tu peux me corriger aussi si j'ai dit des niaiseries, c'est bien correct. Bon. En fait, c'est vraiment intéressant la manière dont tu as posé la question parce que tu as parlé de l'histoire. C'est quoi l'histoire, le fil? Et si on vient à la conversation au niveau d'écriture persuasive et comment écrire aujourd'hui, c'est toutes des histoires. Et c'est ce que les gens veulent, c'est du qualitatif, c'est des histoires meat on the bones, comme on dit, c'est pas juste le chiffre. Maintenant, c'est rendu, si on remonte 30 ans, 40 ans, tu présentais une fiche de statistiques, ah oui, c'est ça, c'est de la vraie science, ça doit être vrai. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut faire, tu me donnes un tableau avec des chiffres, je peux te faire dire que le tableau avec les chiffres, je peux faire dire n'importe quoi, selon quelle analyse que je vais faire. Comme les chiffres, c'est pas vrai. Et donc, ce qu'on voit, c'est vraiment une histoire. Et pour mon histoire, si on veut, donc, message aux auditoires, écrivez vos courriels et n'importe quoi en pensant à une histoire, à une personne que vous allez transmettre une histoire. Pour moi, quand j'ai commencé, je regardais les événements sportifs, mais on ne savait pas, OK,
le manuel technique, c'est quelque chose de très spécifique, mais c'est quoi un comité organisateur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On n'avait pas ces informations-là. C'est très basique aujourd'hui. C'est comme écrire les mots dans un langage. Tu sais, écrire le dictionnaire. On n'avait pas le dictionnaire dans ce temps-là. Et donc, je regarde mon doctorat aujourd'hui, ça a l'air pas mal de base, mais il fallait commencer quelque part. Et donc, j'ai vraiment analysé, c'est là la théorie des organisations, tout ce qui est théorie des organisations et stratégie. C'est quoi un comité organisateur? C'est quoi leurs défis? Qui sont les parties prenantes? Qu'est-ce qu'elles veulent? Et comment on gère les relations pour gérer, pour satisfaire les parties prenantes? Parce que toutes les parties prenantes, puis la même chose pour une fédération, on a les gouvernements, on a les athlètes, on a les parents, on a les médias, on va avoir les commanditaires, on a nos instances supérieures, Fédération nationale, Fédération internationale, CIO, peu importe, gouvernement local, provincial, puis au Québec, les demandes du gouvernement québécois sont beaucoup plus étoffées que plusieurs autres provinces. Donc, les expériences ou les attentes des fédérations québécoises sont beaucoup plus élevées souvent que plusieurs autres fédérations des autres provinces. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je pense que c'est important qu'on le sache, parce que des fois, on vit dans un système puis on s'en rend pas compte, mais c'est important de savoir que si c'est positif ou si c'est négatif. C'est positif si on parle d'essayer d'améliorer la gouvernance des fédérations de manière générale. Donc, on parle d'imputabilité ou responsabilité, on parle de transparence, on parle de performance. Performance, ça peut être efficacité, atteindre ses objectifs. Efficience, comment on atteint nos objectifs avec nos ressources. Et je vais dire que dans le mouvement canadien, en général, on a tellement peu de ressources, on est hyper efficient. Ah oui? Les gestionnaires des fédérations provinciales et nationales font probablement 4 fois plus que qu'est-ce qu'ils... On surperforme comparé au niveau de ressources qu'on reçoit des instances publiques. C'est impressionnant quand on regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais il y a quand même une limite à ça. Parce la plupart, c'est des bénévoles, il y a très peu de staff, d'employés payés dans la plupart des fédérations, encore moins dans les clubs locaux. Mais on demande une professionnalisation de toutes ces instances-là et le gouvernement québécois est beaucoup plus à l'avant de ce mouvement-là. Donc, ça fait quand même quelques années, ils demandent beaucoup plus que qu'est-ce que d'autres provinces demandent au niveau de plan stratégique, de démontrer leur plan financier, leur budget, etc. Donc, à ce niveau-là, ça suit beaucoup, mais ça demande beaucoup au niveau des gestionnaires puis des bénévoles et les CA qui ont, et c'est là où ça devient tout ce qu'on parle de gouvernance et l'évolution. Donc, moi, je suis partie de savoir c'est quoi une organisation, c'est quoi les parties prenantes. À maintenant, avec tous les problèmes qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on gère la responsabilité fiduciaire qu'on a comme membre de CA. Parce que là, si tu es un parent sur ton club local, tu n'es pas supposé d'être le parent de François. Tu es le membre du conseil d'administration du club de foot. Et ta responsabilité, et ça peut revenir sur toi personnellement, si le club faisait faillite, tu es responsable. C'est une grosse responsabilité. Puis je connais des histoires. Pour vous donner un exemple concret de ça, là, puis je vais essayer de garder les détails le plus vagues possible, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, c'est qu'il y a un club dont je connais la structure qui, en ce moment, était dans le trou de 17 000 $ à la fin de l'année fiscale l'année dernière. Puis les personnes, la réaction du conseil, puis la réaction des employés, c'est comme, c'est correct, c'est juste comme ça. T'as peu, là. Comme, tu as des responsabilités qui peuvent te revenir par rapport à ça. C'est comme... Pourquoi on tombe dans la nonchalance par rapport à une situation comme ça? Là, il y en a qui pourraient nous dire que le gouvernement nos gouvernements proposent tout le temps des budgets déficitaires, puis on accepte ça, mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, mais comme on peut pas faire ça. Puis ça, je pense que... on peut pas. Ben, tout à fait. Donc là, comme c'est quoi un peu les conseils ou les stratégies que tu aurais pour les personnes ou les choses dont ces personnes-là doivent être conscientes quand on parle de responsabilité fiduciaire, justement? Oui. Et je peux envoyer des informations, on peut mettre les liens dans les notes. Ça va être plus facile. Mais c'est un changement de mentalité. Et donc, c'est pas juste, oui, je vais le faire. Il faut vraiment être conscient de qu'est-ce que ça veut dire d'être membre du CA. Parce que moins au local, mais ça s'en vient. Au national, absolument, au provincial, territorial, ça s'en vient aussi de bientôt. Il va y avoir des formations qui doivent être faites pour les membres de CA. C'est quoi? Donc, tu dois être capable de lire un budget. Je sais, ça fait budget. Parce que ultimement, tu es responsable.
Donc, exemple, les championnats des maîtres aquatiques à Montréal de 2014, il y a eu plusieurs problèmes, et même de 2005 avant, il y a eu beaucoup de problèmes financiers et de management, de gestion en général, mais 2014, les membres du CA, du comité organisateur de 2014, étaient sur le point de devoir payer de leur poche les factures qui n'avaient pas été payées aux fournisseurs, etc. Il y a eu finalement des négociations, le gouvernement et tout, donc ça s'est réglé, mais il y aurait très pu possiblement avoir que les 10X nombre de membres soient responsables financièrement pour des dizaines et des centaines de milliers. C'est incroyable. Puis c'est là que je pense que des fois, on se fait envoyer, puis je sais que c'est la même chose pour toi, des Ah, OK, tu vas être sur le CA, tu vas être sur ce CA-là, mais comme avant d'embarquer dans un CA, pensez-y bien, puis comme réaliser la responsabilité. Moi, c'est la première recommandation. Mais si on flippe un peu la perspective, dans ce que tu as appris, dans ce que tu réalises, dans ce que tu connais, on a un directeur de fédération, une directrice de fédération qui traite avec un CA dans un côté qui réalise peut-être pas sa responsabilité fiduciaire ou qui n'a pas le sentiment d'urgence. C'est quoi les règles générales ou les stratégies ou les conseils que tu aurais pour cette personne-là? Parce que c'est une relation quand même importante dans une fédération sportive où est-ce que le directeur général ou la directrice générale emmène large, puis on sait, selon des études, selon des ouvrages, que plus souvent qu'autrement, l'efficacité d'une fédération passe par le directeur général ou la directrice générale. T'sais, peu importe le CA en place, c'est sûr que le CA peut être facilitant là, jusqu'à un certain point, mais ça passe par là. Puis, parce que je connais, de source sûre, je connais des directeurs et des directeurs de fédération qui, des fois, sont comme, OK, on a un bon CA, mais je suis pas sûr qu'ils réalisent tel aspect, ou, hey, le CA qu'on a, comme, sont plus là parce qu'ils connaissent du monde que parce qu'ils ont les compétences en tant que tel. Fait que, comme, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que c'est un enjeu très important pour plusieurs personnes dans des hauts postes de direction dans le système sportif canadien. Oui. Et on a justement, ça a été un problème qui, on le pousse à l'extrême, on s'est retrouvé avec les problèmes de gymnastique, de Hockey Canada et tout. Par exemple, oui, il y a des sports où c'est comme une récompense. Ben, tu as œuvré comme officiel ou comme entraîneur pendant 30 ans, ben tiens, tu peux être membre du CA maintenant, puis on va te monter jusqu'au niveau national ou international, puis tu vas te faire entrer dans des restaurants, puis tout le reste. Malheureusement, c'est ça, c'est que les personnes, oui, c'est l'ancienne manière de le faire, mais c'est pas nécessairement les bonnes compétences. Et donc, je suis complètement d'accord, le directeur général ou la directrice générale, la relation entre le DG et le président ou la présidente du conseil, c'est la relation la plus importante dans une organisation. Parce que oui, absolument, le DG en sport, c'est le point où tout va passer à travers. Les communications, les directions, parce que le CA, en principe, ne devrait pas être opérationnel. Oui, au niveau des clubs, par exemple, j'ai vécu, moi aussi, on n'a pas d'employés. On n'a pas de DG, ben, il faut que quelqu'un fasse le travail. Ça se peut que tu aies fait le tri des gilets. C'est ça, tu n'as pas le choix à un moment donné, mais dans un monde idéal, tu as un DG, tu as une personne employée qui fait le côté administratif, le jour à jour. Le CA est supposé de penser à long terme, stratégiquement. Mais si on est en train de trier les gilets, ben, on n'a pas le temps de penser stratégiquement parce qu'on est sur place en train de bouger des gilets d'une place à l'autre. Donc, pour le DG, les DG qui sont dans cette situation-là, c'est vraiment, on revient à l'éducation. Donc, il y a des outils en ligne au niveau de commencer puis d'avoir des conversations. Puis ça commence encore avec le président ou la présidente. C'est cette personne-là qui est vraiment le leader du CA qui doit être le modèle, essentiellement. Écoute, moi, j'ai eu des expériences où le président disait, on n'aura pas de réunion parce que je peux prendre les décisions moi-même. C'est pas... ça fonctionne pas comme ça. Là. J'ai eu ces expériences-là, moi aussi. Et donc, il faut vraiment être très conscient des personnes qu'on choisit sur le CA avec les habiletés. Et c'est vraiment la panoplie finance, légale, gestion de risque. Le côté technique, c'est pas la responsabilité du CA. Ça, c'est administratif. C'est le directeur technique, même s'il y en a un. Encore là, on devient... c'est combien de ressources qu'on a? Là? Oui, puis ça, c'est ironique pour moi que tu parles de ça, parce que souvent, quand tu regardes un conseil d'administration d'une fédération sportive,
puis on nommera pas de sport pour pas que certains se sentent concernés, mais je pense qu'on peut faire le tour des sites web puis on va en trouver quelques-unes que c'est comme ça. On va souvent retrouver des anciens athlètes ou des anciens coachs dans le sport. Fait que, dans le fond, ce que j'entends, puis corrige-moi si j'ai mal rephrasé un peu ce que tu me dis, mais c'est qu'on ne devrait pas sélectionner les membres en fonction de leur expertise technique, mais en fonction d'avoir une complémentarité de compétences en lien avec la gestion dont tu as parlé au tout début d'une conversation, dont tu parlais avec le MEMOS, tu sais, qu'on parle de finances, qu'on parle de gestion d'événements, qu'on parle de prise de risque, etc. C'est un peu ça. Oui, et puis c'est certain qu'on a maintenant une poussée d'avoir les voix des parties prenantes dans les prises de décision. Donc, si on parle, l'exemple des athlètes, on veut... une meilleure pratique, c'est quand même d'avoir un membre des athlètes, un ou deux membres des athlètes, être sur le CA. On parle aussi de diversité. Diversité, c'est pas juste homme-femme dans le genre, c'est la race, l'ethnicité, mais aussi l'expérience, l'âge. Le milieu socio-économique. Milieu socio-économique. Quelqu'un qui est nouveau, qui a plus des idées, qui est peut-être plus au courant des médias sociaux versus quelqu'un que ça fait 30 ans qui est là, qui connaît les relations, qui connaît comment ça fonctionne, le pouvoir informel, comment toutes les relations entre les fédés fonctionnent, le gouvernement aussi. Donc, il y a tout un mélange d'habiletés, de capacités, de compétences qu'on doit avoir sur un CA, puis ça prend du temps à bien sélectionner les gens. Et donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir un comité de nomination ou de ressources humaines où, bon, le type peut changer, mais qui va aller chercher les compétences qu'on a besoin. Puis le CA doit faire son travail aussi de s'auto-évaluer. Évaluer le DG, mais le DG aussi. Et donc, c'est là où on parle de relation encore entre le CA et les DG, mais les CA, c'est surtout le président ou la présidente. Oui, puis on en parlait justement avec Guylaine Demers, tu sais, où est-ce que, parce que Guylaine Demers qui étudie la place des femmes, tu sais, dans le sport ou l'équité, diversité, inclusion, mais c'est aussi que d'avoir une plus grande diversité dans ton conseil, ça va aussi te permettre d'avoir une plus grande divergence d'idées. Puis ça, c'est important. Et on voit la performance. Plus on a de diversité, plus on est performant comme organisation. On a les statistiques pour ça. Fait que si vous ne le faites pas pour les bonnes raisons, faites-le au moins pour la performance. Exactement. Faites-le pour les bonnes raisons, idéalement, mais bon, hein, on peut, des fois, il faut commencer par ça. C'est comme la motivation extrinsèque. Des fois, ça commence par la motivation extrinsèque, puis après ça devient intrinsèque. Dernière question avant de rentrer dans les questions éclairs. Tu as étudié le concept de gouvernance de marque puis son importance pour les organisations sportives sans but lucratif. Moi qui est moins connaissant en administration du sport, en recherche d'administration du sport, qu'est-ce qu'on veut dire par gouvernance de marque? Puis comment est-ce que c'est important, par exemple, pour un directeur de fédération, une directrice ou un conseil d'administration? Donc, on connaît c'est quoi la marque. Donc, le logo, l'image de la compagnie ou de l'organisation. Ce qu'on remarque, et chapeau, c'est Benoît, notre collègue Benoît Séguin, qui a vraiment parti ça. Quand on parle d'un CA qui est en charge de la direction stratégique et à long terme de l'organisation, on remarque que la marque peut être un avantage compétitif et être stratégique, utilisée de manière stratégique. Parce qu'une marque, si on regarde, je sais que Apple, n'importe quel, ou Samsung, ou peu importe, j'ai confiance dans cette marque-là, je vais continuer à acheter ce produit-là. J'ai confiance dans telle organisation, je vais continuer, même s'il y a des pépins ici et là, je vais continuer à avoir une relation et entrer en affaires avec eux. Et donc, la marque, comme telle, et malheureusement, on remarque que la plupart des organisations sportives au Canada ne sont pas à ce niveau-là encore. C'est encore marque au niveau marketing, communication, logo, site web et tout. Il faut que la conversation soit menée. Ça, c'est juste le jour à jour, les outils. Il faut vraiment intégrer la conversation de la marque dans nos discussions, nos décisions stratégiques au niveau du CA. Intéressant. Oui, parce que la marque va bâtir la confiance, va bâtir aussi, si on a des problèmes, les relations avec nos parties prenantes, ça peut nous sauver. Donc, ça fait gestion de risque. Ça fait aussi, évidemment, financier quand on parle d'attirer des consommateurs ou des clients ou des membres. Fait que c'est un peu, si j'ai bien compris, de penser stratégiquement à l'alliance entre la réputation puis la direction de l'entreprise. Parce que la marque, c'est en bout de ligne l'élément qui rassemble tous les éléments de la réputation de la compagnie, de la fédération, puis de voir, puis de dire, OK, non, intentionnellement, ça, puis où est-ce qu'on veut s'en aller avec la fédération, on doit le faire en parallèle parce qu'un va influencer l'autre en bout de ligne. Je vais donner un exemple. Donc, par exemple, on est dans un sport, à la Fédération québécoise ou ontarienne ou peu importe.
on a souvent tendance à juste penser à notre organisation, notre sport. OK, on va créer notre site web, notre logo. On va tout faire nos affaires à nous. Puis là, l'Ontario va faire la même chose. Puis Colombie-Britannique, puis l'Alberta vont faire la même chose. Puis là, le national va faire la même chose. Bien là, on se retrouve avec 13 différents logos, 13 différents looks de site web, 13 différentes visions de c'est quoi le sport. Donc, on est en train de dupliquer les ressources qu'on n'a pas beaucoup en partant. Ouais. 2, on est en train d'affecter notre marque du sport parce qu'un Canadien, peu importe il est où dans le pays, il s'en fout. C'est le foot, c'est le soccer, c'est le patinage artistique. OK, je suis juste affilié à tel club, mais je fais du patinage artistique. Je ne fais pas patinage artistique de fédération X. Ouais. Et donc, si les fédérations se rassemblent, les CA, les présidents et les DG des fédérations de ce sport-là, on peut avoir des conversations pour aligner le look, les marques. Là, on a une conversation qui est gouvernance de marque parce que là, on peut l'utiliser pour justement rassembler tout le monde, avoir la confiance qu'on n'est pas fragmenté comme sport. On peut aller chercher ensemble des partenaires, des commanditaires. Les gouvernements vont voir, oui, on travaille ensemble. Les gouvernements aiment ça. Donc, c'est là, comme de manière concrète, c'est ça. Et là, on boucle la boucle, on ramène ça à ma maîtrise, où est-ce qu'on parle de co-création de valeur? C'est qu'on co-crée la marque, on co-crée de la valeur, et 1 + 1 est égal à 3. Exactement. C'est qu'en bout de ligne, en mettant nos ressources comme ça, on utilise mieux nos ressources, fait que ça nous coûte moins cher, puis on est capable d'amplifier l'impact qu'on va avoir, puis la valeur qu'on va générer à partir de ça. Ouais. Super intéressant, puis je pense que ça met bien la table pour une conversation avec Benoît, puis là, s'il écoute ça aujourd'hui, ben j'aurais pas le choix de l'inviter. Fait que maintenant, c'est on the record officiellement. Brièvement, Milena, parce que tu as été très généreuse de ton temps, 3 questions éclairs pour toi, parce que j'aime ça que les gens apprennent à connaître les invités. Je pense qu'on a appris à te connaître beaucoup à travers l'écriture, mais je pense qu'on va le faire aussi dans les 3 prochaines questions. Si tu peux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? Bien, ça va revenir à justement la fameuse image ou l'histoire de 7 heures le vendredi soir. Ouais. Fais confiance à ton instinct. OK. Donc, je suis très rationnelle. Je suis très dans ma tête, souvent. Et je travaille, c'est quelque chose que je travaille dessus, c'est de trust your gut, essentiellement, de vraiment faire confiance à mon instinct que, oui, c'est une bonne chose, ou j'ai pesé sur le piton, le fameux piton, est-ce que c'était une bonne chose? Non, bien, fais confiance. Ouais. Et effectivement, où je suis maintenant, c'est parce que j'avais vraiment j'avais peur de ce que j'avais fait. Je suis vraiment questionné ma décision de changer de maîtrise, changer complètement de domaine. C'est... super, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment? Je lis des livres pour me détendre. C'est une des choses pour occuper ma tête et pour apprendre. Donc, je choisis des livres qui vont m'apprendre sur un contexte ou sur une période de l'histoire. Un des livres que j'ai vraiment aimé, c'est un livre espagnol qui a été traduit en français de José Rodríguez dos Santos, c'est La formule de Dieu. Okay. Et c'est un livre qui marie... C'est un roman historique et scientifique. Donc, il y a un manuscrit de Einstein qui est découvert, qui parle de le fameux Big Bang et tout le concept qu'on a de l'univers. Et l'histoire, c'est une histoire, mais ça l'explique les théories physiques. Donc, c'est super intéressant comme livre. Fait qu'on mélange l'art et la science un petit peu. Fait qu'on se laisse embarquer dans une histoire, mais il y a de l'informatif aussi. En même temps, il y a de l'éducation. On voit, il y a un thème par rapport aux différents éléments. Je vais en ajouter un deuxième, juste parce qu'on est ici. J'aime bien... J'ai grandi à Elmer, puis j'ai vécu à Hull, puis maintenant Gatineau, mais Hull dans le temps. Et j'aime beaucoup les histoires qu'on a eues, comment la région s'est développée il y a des centaines d'années. Et Paul Hull avait écrit une couple de romans sur Joe Montferrand. Oh, intéressant. Et donc, j'ai bien aimé. Ça, c'est quelque chose que... C'est quelqu'un qui voudrait connaître un peu plus, là. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, j'inviterai les gens, puis je t'inviterai à écouter un épisode des pires moments de l'histoire par Charles Beauchesne, qui est un humoriste québécois qui parle de les allumetières, qui étaient les madames qui travaillaient dans les usines d'allumettes et tous les impacts que ça a eu. C'est un peu... Elle a coupé le souffle par moment. Dernière question. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron, dans un aréna ou dans un stand, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
je veux pas que ça sonne noir ou négatif, mais la phrase, et je l'ai lue quand j'avais 15-16 ans dans un journal à quelque part. Ça m'avait toujours frappé. C'est quelque chose que je garde avec moi, c'est la journée que j'apprends rien, c'est la journée que je meurs. Donc, c'est pas pour dire que je vais mourir, mais c'est toujours apprendre quelque chose. Donc, ma curiosité, mon apprentissage. Si je connais pas, avant de prendre une décision, prononcer une opinion, je veux m'éduquer. Donc, La nécessité d'être curieux. Tu sais, des fois, quand on entend une opinion, quand on entend un jugement, quand on entend un commentaire, dire, hey, comme, qu'est-ce qui a amené à ce commentaire-là ou pourquoi tu dis ça, tu sais, d'avoir un peu de curiosité. Oui, et juste questionner qu'est-ce qu'on suppose être vrai ou tendance actuelle, disons. Tout à fait. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se parle. Premièrement, je te remercie. Je te remercie de ta générosité avec ton temps. Si l'auditoire a des questions, comment peuvent-ils te rejoindre s'il y a lieu? Mon courriel, ça va être le plus facile. Donc, on peut mettre ça dans les notes. Milena.parent @ commercial telfer.uottawa.ca parce que je viens de changer de C'est ça. de Et là, si vous entendez une hésitation, c'est parce que ça vient tout juste de changer après 17 ans. Ouais, Probablement que l'ancien courriel, c'était plus facile. Ouais. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Là-dessus, merci Milena. Merci tout le monde d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.